Brianna Maitland. Par une froide soirée du 19 mars 2004, Brianna Maitland, une jeune femme de 17 ans, termine son service au Black Lantern Inn, un restaurant situé à Montgomery, dans le Vermont. Elle informe ses collègues de son intention de rentrer chez elle pour se reposer avant son prochain travail du lendemain matin. Vers 23h20 à peu près, Brianna quitte seule le parking du restaurant au volant de sa vieille berline Oldsmobile 88 de 1985. Ce sera la dernière fois qu'elle sera vue. Le lendemain matin, son véhicule va être découvert dans une position inhabituelle, encastré en marche arrière dans le mur d'une maison abandonnée, connue localement sous le nom de maison Dutch Burn, située à environ 1 km du Black Lantern Inn. La scène est vraiment étrange, les phares sont éteints, les portes verrouillées et à l'intérieur de la voiture, des effets personnels de Brianna, y compris 2 chèques de paye non encaissés, sont là intacts. À proximité, il y a des objets tels qu'une bouteille d'eau et des pièces de monnaie qui sont éparpillées au sol. Aucune trace de lutte n'est apparente, mais l'agencement de la scène suggère que le véhicule a été délibérément reculé contre la maison. Étonnamment, plusieurs jours s'écoulent avant que la disparition de Brianna ne soit signalée. Sa colocataire, Gillian Stout, absente durant le week-end, découvre le lundi suivant que Brianna n'est pas rentrée. Pensant qu'elle est chez un autre ami, elle ne s'inquiète pas plus que ça au début. Mais ce n'est que le mardi 23 mars que la mère de Brianna, Kelly, après avoir tenté en vain de la contacter plusieurs fois, signale officiellement sa disparition. Et malheureusement, ce retard dans le signalement complique énormément les premières étapes de l'enquête. Les jours suivants, des témoins rapportent avoir vu le véhicule de Brianna dans sa position inhabituelle. Certains mentionnent avoir aperçu le véhicule avec des phares allumés ou un clignotant en marche entre 23h30 et minuit 30, la nuit de la disparition. Un ancien petit ami de Brianna, rentrant du Canada vers 4h du matin, reconnaît le véhicule mais ne voit personne aux alentours. L'enquête s'oriente donc rapidement vers la piste criminelle. Des informations anonymes suggèrent même que Brianna pourrait être retenue, contre son gré évidemment, dans une maison pas très loin occupée par des trafiquants de drogue locaux, Raymond Ryans et Nathaniel Jackson, qu'elle connaissait bien d'ailleurs. Une perquisition menée le 15 avril 2004 dans cette même maison aboutit à des arrestations pour possession de stupéfiants, mais aucune trace de Brianna n'est trouvée. Au fil des années, il y a diverses pistes qui sont explorées. Par exemple, en 2006, une femme qui lui ressemblait beaucoup à Brianna va être aperçue dans un casino d'Atlantic City, mais malheureusement, cette information va mener à rien de concret. En 2012, donc 6 ans plus tard, une possible connexion avec le tueur en série Israel Keyes est envisagée, puis rapidement écartée par le FBI. 20 ans après sa disparition, l'affaire demeure non résolue. En mars 2024, d'ailleurs, le FBI annonce une récompense de $40 000 pour toute information menant à la localisation de Brianna. Le cas de Brianna Maitland reste l'une des énigmes les plus déconcertantes du Vermont. Et même plus loin que ça, laissant sa famille et ses proches dans l'attente de réponses qui, jusqu'à présent, restent insaisissables. Salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode 4 de cet iceberg qui, décidément, plus je travaille dessus et plus je kiffe ce que je trouve. J'espère que la vidéo va vous plaire et juste avant de commencer, je me suis lancé le défi personnel d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2025. Donc si vous kiffez mon contenu, si ça vous plaît, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrai vous donner votre cookie. Bonne vidéo. L'incident du col de Dyatlov. Ah, enfin, je peux vous en parler un peu plus en détail. Et je sais que vous connaissez presque tous ce mystère, mais je le kiffe et il a clairement sa place dans cet iceberg. Je veux rien entendre. En janvier 1959, Igor Dyatlov, un étudiant de 23 ans de l'Institut Polytechnique de l'Oural, réunit un groupe de 9 skieurs expérimentés, dont 7 hommes et 2 femmes, pour une expédition ambitieuse à travers les montagnes de l'Oural. L'objectif était d'atteindre le mont Ortoten, une région réputée pour sa rudesse et son isolement. Le 25 janvier, le groupe arrive à Ivdel, puis se rend à Visay, le dernier village habité avant les étendues sauvages. Le 27 janvier, ils entament leur trek vers Ortoten, et malheureusement, le lendemain, Yuri Yudin, souffrant de problèmes de santé, est contraint de rebrousser chemin complètement, laissant les 9 autres poursuivre seuls. Les journaux intimes et les photographies retrouvées plus tard montrent que le groupe progresse régulièrement, malgré des conditions météorologiques difficiles. Le 31 janvier, ils atteignent le bord d'un plateau montagneux et décident de stocker des provisions pour le voyage du retour. Le 1er février, ils s'engagent dans le col qui sera plus tard nommé en l'honneur de Dyatlov. En raison des conditions météorologiques défavorables et d'une visibilité très réduite, ils vont dévier et ce, sans s'en rendre compte, de leur route prévue et s'installer sur les pentes du mont Colaxiacle pour y camper. Ce choix de campement est d'endroit qui ne fait vraiment pas beaucoup de sens, exposé aux éléments, pas caché du tout, intrigue encore les chercheurs. Lorsque le groupe ne va pas donner de nouvelles à la date prévue, les familles s'inquiètent, évidemment, et le 20 février, des équipes de recherche sont dépêchées pour aller les chercher.
Le 26 février, le campement est découvert en désordre complet. La tente est déchirée de l'intérieur, les effets personnels et les chaussures des skieurs sont laissés derrière, et des empreintes de pas, certaines pieds nus, mènent vers une forêt voisine. Sous un grand arbre, un peu plus loin, les corps de Yuri Droneshko et de Georgi Lee vont être retrouvés près des restes d'un feu de camp éteint. Ils sont vêtus très légèrement malgré le froid extrême et entre l'arbre et le campement, les corps d'Igor, de Zianida et de Rustem vont être découverts, suggérant qu'ils tentaient de retourner à leur tente. Ce n'est qu'en mai que les 4 derniers membres sont retrouvés dans un ravin sous plusieurs mètres de neige. Les autopsies révèlent des résultats quand même bizarres. Si certains sont morts d'hypothermie, ce qui fait sens, d'autres présentent des blessures mortelles étonnantes, on va dire comme des fractures du crâne, des côtes et d'autres parties du corps. Étrangement, aucun signe de lutte n'a pu être observé à l'endroit en question. De plus, des niveaux élevés de radiation sont détectés sur certains vêtements. Les enquêteurs concluent donc que les skieurs ont été victimes d'une force naturelle irrésistible. En gros, ils savent pas ce qui s'est passé, sans pouvoir fournir aucune explication définitive. Au fil des décennies, il y a de nombreuses théories qui vont émerger pour expliquer ce drame. Avalanche, tests militaires secrets, phénomènes paranormaux, mais en 2019, une nouvelle enquête est ouverte. Et en 2021, il va y avoir une étude publiée dans Communication Earth and Environment qui va proposer qu'une avalanche de plaques déclenchée par les conditions spécifiques très mauvaises pourrait être responsable des blessures observées. Cependant, malgré ces avancées, le mystère du col de Dyatlov continue de hanter les esprits, laissant planer un peu comme une ombre indélébile sur cette tragédie. Frederick Valentich. Le 21 octobre 1978, Frederick Valentich, un pilote australien de 20 ans, va entreprendre un vol d'entraînement à bord du Cessna 182L, un avion léger monomoteur. Son plan de vol est très clair et c'est environ 232 km depuis l'aéroport de Moorabbin, près de Melbourne, jusqu'à l'île King, située au nord-ouest de la Tasmanie. Valentich décolle à 18h19 comme prévu, s'attendant à un vol sans encombre au-dessus du détroit de Bass. À 19h06, alors qu'il survole le cap Otway à une altitude d'environ 1400 mètres, Valentich contacte le contrôle aérien de Melbourne pour leur signaler la présence d'un aéronef non identifié évoluant à peu près 300 mètres au-dessus de lui. Il va décrire l'appareil comme doté de 4 lumières brillantes, semblables à des phares d'atterrissage, et le contrôleur va dire à Valentich qu'il n'y a aucun trafic autour de lui, ou en tout cas rien de signalé. Et là, au fil des minutes, la situation va devenir de plus en plus préoccupante. Valentich va rapidement appeler de nouveau et va dire que l'appareil inconnu l'approche depuis l'est et semble jouer avec lui, effectuant des passages répétés au-dessus de son avion à une vitesse qu'il n'arrive même pas à évaluer. Il va décrire l'objet comme ayant une surface métallique brillante et une lumière verte très spécifique. À 19h11, il va signaler que son moteur fonctionne de manière irrégulière et lorsqu'on va lui demander de décrire l'appareil, Valentich va répondre « ce n'est pas un avion ». Sa transmission va ensuite être interrompue par un bruit métallique strident suivi d'un silence radio définitif. Une opération de recherche et de sauvetage est immédiatement lancée, évidemment mobilisant des aéronefs et des navires pour ratisser plus de 2600 km² autour de la dernière position connue de Valentich. Malgré ces efforts, aucune trace de l'avion ni du pilote n'est retrouvée. Et le 25 octobre, les recherches sont officiellement abandonnées. Le département des transports australien va mener une enquête énorme qui va conclure malheureusement que la cause de la disparition est indéterminée mais présumée fatale pour Valentich. Évidemment, plusieurs théories émergent pour expliquer cette disparition mystérieuse. Certains fonctionnaires suggèrent que Valentich aurait pu être désorienté, tout simplement, confondre les reflets de son propre avion avec de l'eau, par exemple, ou avec un autre appareil, peut-être en volant involontairement à l'envers, et d'autres avancent l'hypothèse d'une mise en scène de sa propre disparition, bien que sa famille évidemment rejette cette idée. L'hypothèse d'un suicide est également envisagée, mais aucun signe avant-coureur n'a été détecté chez le jeune pilote. Elle va donc rapidement être écartée. Et là, bingo, les passionnés d'ufologie vont s'intéresser particulièrement à cette affaire, soulignant que Valentich était un fervent croyant des ovnis. Certains témoins rapportent avoir vu une lumière verte eux aussi, mouvant dans le ciel au moment de la disparition, en corrélation avec les descriptions de Valentich. Mais là, il y a un petit détail important à noter, c'est que l'observatoire du mont Stromlo va noter qu'une pluie de météores était active cette nuit-là, exactement à ce moment-là, pouvant peut-être expliquer ces observations. En 2013, l'astronome et pilote retraité James McGaha, ainsi que l'enquêteur sceptique Johnny Kull, ont proposé une explication un peu alternative. Ils vont suggérer que Valentich aurait pu être victime d'une illusion d'optique, interprétant à tort des corps célestes brillants tels que Vénus, Mars, Mercure et l'étoile d'Antares, visibles à peu près alignés avec son plan de vol, comme l'appareil l'accompagnant.
Cette confusion, combinée à une possible désorientation spatiale, aurait pu entraîner une spirale descendante fatale, connue sous le nom de spirale de la mort d'ailleurs. À ce jour, la disparition de Frederick Valentich, c'est une énigme non résolue, alimentant spéculations et débats depuis des années. Les circonstances inhabituelles de l'incident continuent de susciter de l'intérêt, laissant planer une ombre de mystère sur le destin de ce jeune pilote australien. Les centenaires japonais. En juillet 2010, lors d'une journée estivale à Tokyo, tout ce qu'il y a de plus classique, la police va faire une découverte macabre. Le corps momifié de Sogen Kato, âgé de 111 ans, repose dans son lit, décédé depuis 3 décennies. Sa fille de 81 ans avait volontairement dissimulé sa mort, continuant de percevoir frauduleusement, évidemment, plus de 9 millions de yens en pension. Ce cas choquant va inciter les autorités japonaises à vérifier le bien-être de leurs citoyens, et là, ils vont découvrir des choses très sales. Les résultats sont alarmants. À Tokyo, Fusa Furuya, supposée être la femme la plus âgée de la ville, 113 ans, est introuvable. Et tiens, c'est marrant, mais sa fille avoue ne pas l'avoir vue depuis les années 1980. Dans un autre cas, une femme censée avoir 125 ans est enregistrée comme résident dans un parc de Kobe. Encore plus bizarre, le registre de la préfecture de Yamaguchi indique un résident qui serait âgé de 186 ans. Ces anomalies révèlent des lacunes dans le système d'enregistrement familial japonais où les décès non signalés et les migrations non déclarées ont conduit à une inflation artificielle du nombre de centenaires. Et là, chiffre assez fou, le ministère de la Justice va rapporter plus de 230 000 centenaires qui sont portés disparus, dont certains pourraient être décédés depuis la Seconde Guerre mondiale, sans que leur décès n'ait été enregistré ou déclaré. Évidemment, une telle révélation va secouer la nation, qui vénère justement d'habitude les aînés. Les médias japonais vont s'interroger sur l'érosion des liens familiaux et communautaires, et un éditorial intéressant du journal Asahi va souligner que les familles ignorent le sort de leurs membres âgés, et d'ailleurs ne signalent même plus leur disparition. Et tout ce bourbier va mettre en lumière une société où de plus en plus de personnes âgées vivent isolées, sans soutien familial et recluses sur elles-mêmes. Un tiers des Japonais ont plus de 65 ans et vivent désormais seuls. Les structures familiales traditionnelles où plusieurs générations cohabitaient se désintègrent, sont laissées tomber et justement de nombreux seniors se retrouvent sans assistance. Pour toute réponse, le gouvernement japonais va intensifier ses efforts pour localiser tous ces centenaires disparus et du coup ils vont utiliser ça pour améliorer la précision de leur registre. Ils rigolent pas là-bas. Cependant, cette crise va mettre en lumière autre chose, surtout des défis sociétaux profonds, comme par exemple la nécessité de renforcer les liens avec les générations du dessus et de repenser le système de soutien aux personnes âgées dans une société en mutation rapide, on va dire. Le Kung Fu Gai. Le 13 décembre 1984, dans une petite ville de Virginie, un homme non identifié, souvent désigné sous le nom de Kung Fu Gai, va rentrer dans le dojo de karaté dirigé par Bobby Joe Blitt. L'homme est inconnu de tout le monde et ne semble pas avoir tous ses esprits. D'ailleurs, il va affirmer avoir appris les arts martiaux de la part de Jésus-Christ lui-même, et il aimerait partager ses techniques avec les élèves présents. Blitt, ancien marine et propriétaire du dojo, va accueillir l'homme avec beaucoup de sarcasme, le présentant d'ailleurs à ses étudiants avec une ironie plus que palpable. Et ce qui suit est une démonstration qui tourne rapidement au cauchemar. Un élève, ceinture noire, qui fait du karaté depuis des années et qui en plus est marine lui aussi, va être désigné pour s'entraîner avec l'invité. Et dès les premiers échanges, évidemment, l'homme n'est pas de taille. Malgré le fait qu'il l'essaye, maladroitement, il va être submergé. Et alors qu'il tente de signaler sa reddition, de dire « stop, j'abandonne », l'élève va continuer son assaut avec une brutalité croissante. À tel point qu'à un moment, l'homme va tomber au sol, va recevoir des coups de genoux en plein visage, être frappé contre un poteau métallique et piétiné à la tête jusqu'à perdre connaissance, avec malheureusement une mare rouge qui va se dessiner tout autour de lui. Mais la scène va pas s'arrêter là. Sous les yeux impassibles de Blitt et des autres spectateurs, les autres mecs avec lui, tout simplement les combattants, le corps inerte de l'homme va être saisi par les jambes et va être traîné hors du dojo, laissant derrière lui une traînée rouge. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous vous en doutez. Et après, le pire, c'est ce que Blitt va commenter en ligne, sur des interviews ou sur des forums. Il va dire que l'homme a été soigneusement placé dans une benne à ordures derrière le dojo. Cependant, les autorités locales, bien qu'ayant connaissance de l'incident, n'ont pas enregistré de décès correspondant à cette description à cette époque. Un ancien détective de Prince William, Chuck Feldbush, se souvient que l'homme était un vagabond local, d'ailleurs souvent impliqué dans des incidents mineurs et affirme l'avoir vu vivant après l'événement, bien que blessé. Cette affaire va refaire surface quand une vidéo de l'incident va être mise en ligne, provoquant une onde de choc sur internet.
Les images, ok en mauvaise qualité, vont quand même montrer la brutalité de l'agression et du coup évidemment susciter l'indignation et les appels à la justice. Et rapidement les autorités vont être submergées de demandes d'enquête. Cependant, en raison du temps écoulé entre la vidéo et sa publication et le manque de preuves concrètes, aucune charge n'a pu être retenue contre Blitz ou aucun de ses associés. Et du coup, le mystère demeure. Qui était réellement Kung Fu Guy? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui et pourquoi une telle violence a été infligée sous le regard approbateur d'un instructeur, censé d'ailleurs enseigner la discipline et le respect? Les zones d'ombre persistent, alimentent les discussions et les spéculations en ligne. Ce qui est certain, c'est que cette affaire soulève des questions troublantes sur les abus de pouvoir, la responsabilité morale et les limites de la justice face au temps qui passe. Loria Bible et Ashley Freeman. Par une nuit glaciale du 29 décembre 1999, dans la petite ville du Welch, dans l'Oklahoma, Ashley Freeman va fêter son 16e anniversaire en compagnie de sa meilleure amie, Loria Bible. Les deux adolescentes, inséparables depuis leur enfance, passent la soirée chez Ashley, profitant de cette occasion spéciale. Loria, avec la permission de ses parents, prévoit de rentrer chez elle seulement le lendemain matin et dit à ses parents qu'elle rentrera le matin tôt pour les aider aux tâches de la ferme familiale. Plus tôt dans la journée, les filles avaient partagé un repas dans une pizzeria locale avec Kathy Freeman, la mère d'Ashley. Aux premières lueurs du 30 décembre, vers 5h30 du matin, un automobiliste remarque des flammes dévorant la maison des Freeman et alerte les secours immédiatement. Les pompiers vont maîtriser l'incendie, mais en rentrant dedans, ils vont découvrir une scène macabre. Le corps calciné de Kathy gît dans sa chambre, une balle logée dans la tête et aucune trace de Danny Freeman, le père ni de ses deux adolescentes. La voiture de Loria est stationnée devant la maison et les clés sont toujours sur le contact, ajoutant encore un peu plus de mystère à ce mystère déjà bien en place. Le lendemain, les parents de Loria, désemparés, vont retourner sur les lieux du drame. Parmi les décombres fumants, ils vont faire une découverte glaçante. Le corps de Danny est également abattu d'une balle en pleine tête. L'hypothèse initiale d'un meurtre-suicide est rapidement écartée. Cependant, Ashley et Loria restent introuvables, toutes les deux, plongeant les familles dans une angoisse insoutenable. Les années passent et l'enquête piétine. Des tueurs en série, comme par exemple Tommy Lynn ou Jeremy Jones, vont confesser le meurtre avant de se rétracter, donc c'est encore plus confus. Et les mecs, ils vont semer davantage la confusion et la douleur pour les proches. Il va y avoir des rumeurs aussi qui vont circuler comme quoi il y a des tensions entre les Freeman et la police, dû au fait qu'il y a des années en arrière, leur fils Shane aurait été abattu par un adjoint du shérif. Ces pistes sont troublantes, mais malheureusement elles aboutissent à rien et il n'y a encore aucune conclusion concrète. Et ce n'est qu'en avril 2018 qu'une petite lueur d'espoir va émerger. Ronnie Dean Busick, alors âgé de 66 ans, est arrêté et inculpé pour les meurtres des Freeman et des deux adolescentes. Deux autres suspects, Warren Philip Welch et David Pennington, sont également identifiés, bien qu'ils soient décédés respectivement en 2007 et 2015. Des témoins affirment que ces hommes se vantaient d'avoir enlevé et fait des choses vraiment pas correctes à Ashley et Loria, conservant d'ailleurs des photos Polaroid des atrocités commises. Après quoi, le corps des jeunes filles aurait simplement été jeté dans une fosse ou dans un puits, mais malgré les recherches intensives, leur dépouille n'a jamais été retrouvée. En 2020, Busick plaide coupable pour complicité de meurtre au premier degré, et évidemment il va se faire condamner à 15 ans de prison, dont 10 ans ferme et 5 ans de probation. Cependant, il va être libéré en mai 2023 après seulement 38 mois. À ce jour, le mystère demeure entier. Les familles Bible et Freeman continuent de chercher des réponses, évidemment, hantées par l'absence de leur fille et l'ombre persistante de cette nuit tragique. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Où sont passées les deux filles? Et surtout, pourquoi et comment? Leigh Ochi. Par une matinée orageuse du 27 août 1992 à Tupelo dans le Mississippi, Vicky Felton quitte son domicile aux alentours de 8h du matin, laissant sa fille unique, Leigh Ochi, âgée de 13 ans seulement, à la maison, toute seule. Leigh, c'est une adolescente vive et passionnée par les chevaux qui devait assister plus tard dans la journée à une journée porte ouverte justement de son collège, en compagnie de sa grand-mère. Ce matin-là, les gens s'en souviennent car les cieux étaient très gris et il y avait l'ouragan Andrew qui s'approchait, amenant avec lui des vents violents et une pluie battante sur toute la région. Peu après son arrivée au travail, Vicky est informée de l'intensification de la tempête et, inquiète pour la sécurité de sa fille, va essayer de l'appeler, mais sans succès. L'angoisse va monter, elle va avoir son instinct de maman et du coup elle va décider de rentrer chez elle, parcourant rapidement les 2,4 km qui la séparent de sa maison. À son arrivée, une scène troublante se dévoile. La porte du garage est ouverte, la lumière intérieure est allumée, mais aucun signe de Leigh. En pénétrant dans sa maison, Vicky va découvrir même des traces de sang sur les murs, menant jusqu'à la chambre de sa fille. Et là, sur le sol, la couverture favorite de Leigh est abandonnée, accentuant le sentiment d'une disparition soudaine et inquiétante. Évidemment, la police va être immédiatement alertée et ils vont constater l'absence de signes d'effraction.
Cependant, des taches de sang supplémentaires vont être trouvées dans le couloir, dans la salle de bain et sur la porte de la chambre de Leigh. Un peignoir ensanglanté appartenant à l'adolescente aussi va être retrouvé dans le panier à linge, suggérant une blessure au-dessus du cou. Malgré des recherches intensives dans les environs, aucune trace de Leigh n'est découverte. Et là, l'affaire va prendre une toute autre tournure, encore plus mystérieuse d'ailleurs, le 9 septembre 1992. Quand les lunettes de Leigh vont être reçues par courrier à son domicile. L'enveloppe va être adressée à son ancien beau-père et postée depuis Boonville dans le Mississippi. L'enveloppe n'aura aucun message, seulement les lunettes, et c'est tout. Les enquêteurs estiment que cet envoi vise à détourner l'attention et compliquer les investigations. Au fil des années, plusieurs pistes vont être explorées. Déjà, des soupçons vont se porter sur Oscar Mike Kearns. C'est un homme condamné en 99 pour enlèvement et viol qui avait des liens avec la famille Leigh. Cependant, il n'y a eu aucune preuve tangible qui va pouvoir l'incriminer et l'affaire tourne en rond. En janvier 2025, plus de 3 décennies après la disparition de Leigh, des agents du FBI et du bureau d'investigation du Mississippi sont aperçus près de l'ancienne résidence des Occi, accompagnés de chiens de recherche. Et même si les autorités restent discrètes là-dessus, ça ravive les espoirs d'une avancée sur ce mystère. Leigh Occi a été déclarée légalement décédée en septembre 2024, une décision qui fait mal pour ses parents malgré l'absence de réponse, qui eux, de leur côté, continuent de chercher la vérité. Les 3 de Springfield. Par une douce nuit de 1992, la ville de Springfield, dans le Missouri, va être le théâtre d'une énigme qui demeure irrésolue à ce jour. Susan Streeter et Stacy McCall, 2 amies inséparables de 19 et 18 ans respectivement, vont célébrer leur récente remise de diplôme au lycée Kickapoo. Après avoir assisté à plusieurs fêtes, elles vont décider de passer la nuit chez Suzy, au 1717 East Delmar Street, où réside également la mère de cette dernière, Cheryl Leavitt. Les jeunes filles vont arriver à la maison aux alentours de 2 h du matin, à peu près, le 7 juin 1992. Le lendemain matin, des amis et des membres de la famille vont essayer de contacter Suzy et Stacy, mais sans succès. Inquiets, ils vont se rendre au domicile des Leavitt et à leur arrivée, ils vont découvrir une des scènes les plus troublantes. Les 3 voitures des femmes sont stationnées devant la maison, la porte d'entrée est déverrouillée et à l'intérieur, tous les effets personnels des 3 femmes, sac à main, clés, argent liquide, cigarettes, etc. sont laissés intacts. Le chien de la famille, nommé Cinnamon, est retrouvé seul et visiblement agité. Il n'y a aucun signe de lutte apparent, sauf une chose, le globe en verre de la lampe de Porsche qui est brisé, mais l'ampoule, elle, est intacte. Un élément particulièrement déroutant va attirer l'attention. Ils vont retrouver un message sur leur répondeur téléphonique, potentiellement, et je dis bien potentiellement, crucial pour l'enquête. Mais manque de bol, le message va être effacé par inadvertance, par on ne sait pas qui, avant que les autorités n'aient pu l'écouter. Et du coup, les enquêteurs sont confrontés à une absence totale de pistes, tangibles, il n'y a plus rien, et ils sont déconcertés par cette disparition soudaine. Mais à part ça, pas grand chose à se mettre sous la dent. Au fil des années, diverses théories vont émerger. En 97, d'ailleurs, Robert Craig Cox, un criminel condamné pour enlèvement et vol, prétend détenir des informations sur l'affaire, affirmant que ces 3 femmes ont été assassinées et que leurs corps ne seront jamais retrouvés. Cependant, les autorités restent sceptiques par rapport à la crédibilité de ce qu'il dit, car aucun élément concret ne vient étayer ces informations. Plus tard, d'autres investigations vont conduire à explorer la possibilité que les corps des 3 disparus seraient enterrés sous le parking de l'hôpital, pas très loin de chez elles. Mais un petit peu plus tard, les autorités vont juger que cette piste n'est pas crédible, soulignant que la construction du parking a débuté plus d'1 an après les disparitions. Malgré tout, plus de 3 décennies d'enquête et des milliers de témoignages recueillis plus tard, le mystère des 3 de Springfield reste entier. Les familles de Cheryl, de Suzy et de Stacy continuent malheureusement de vivre avec l'angoisse et l'incertitude, mais espérant qu'un jour, malgré tout, la vérité éclatera au grand jour. Et cette affaire, avec les années, est l'une des énigmes les plus déconcertantes de l'histoire criminelle du Missouri. Suzy is dying. Cette entrée, ok, plus courte que les autres, m'a vraiment fait frissonner parce qu'elle m'a rappelé des histoires que j'entendais quand j'étais plus jeune. Dites-moi si ça va vous faire pareil. Dans les années 1970, au Royaume-Uni, plusieurs personnes rapportent quelque chose d'inquiétant à la police, en rapport avec des cabines téléphoniques publiques. Selon des témoignages de l'époque, en composant une séquence spécifique de chiffres, souvent rapportés comme étant le 202020 depuis une cabine téléphonique publique, l'appelant était accueilli par une voix féminine monotone répétant inlassablement « Help me, Suzy is dying », soit « Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de mourir ». Les témoignages de cette expérience proviennent principalement de la région de Burnley, dans le Lancashire.
Les variations dans les numéros composés et les messages entendus sont venus alimenter toutes ces spéculations. Parfois le message était « Suzy is drowning », donc Suzy est en train de se noyer, ou alors toujours « Suzy is dying ». Certains suggèrent même que ce phénomène était lié à des tests téléphoniques internes, tandis que d'autres y voient plutôt un message rémanent d'appel à l'aide bloqué quelque part sur un réseau téléphonique local. Malgré les enquêtes et les discussions sur divers forums en ligne et sur des publications liées à ces numéros téléphoniques, aucune explication définitive va être apportée. Et du coup, cette histoire demeure, encore après toutes ces années, une pure énigme qui vient alimenter des débats sur la nature des légendes urbaines et la fiabilité des souvenirs collectifs. Timothy Pitson. Le 11 mai 2011, à Aurora, dans l'Illinois, James Pitson dépose son fils de 6 ans, Timothy Pitson, à l'époque élémentaire Greenman. Peu après, sa mère, Amy Fry Pitson, vient le chercher, invoquant une urgence familiale qui va s'avérer être inexistante. Suite à quoi débute une série d'événements qui plongeront la famille dans l'angoisse totale et vont laisser planer encore un mystère irrésolu aujourd'hui. Amy et Timothy vont alors entamer un périple de 3 jours. D'abord, ils vont visiter le zoo de Brookfield, le Kaylim Cove Resort à Gurnee, et pour finir le Kalahari Resort dans le Wisconsin Dells. Le 13 mai, un petit peu plus tard, Amy va contacter plusieurs membres de sa famille depuis une zone proche de Sterling dans l'Illinois, affirmant, et elle le dit plusieurs fois, que tout va bien. Et d'ailleurs, on peut entendre Timothy en arrière-plan qui dit qu'il a faim. Et là, c'est la dernière fois qu'on a toute preuve tangible de la présence de l'enfant. Le lendemain, Amy est aperçue seule dans des magasins à Winnebago, achetant des fournitures de bureau. Plus tard dans la soirée, elle va s'enregistrer au Rockford Inn Hotel à Rockford et le 14 mai, son corps va être découvert dans cette même chambre d'hôtel. Elle s'est suicidée en laissant une note indiquant que Timothy, son fils, était en sécurité avec des personnes qui prendraient bien soin de lui, mais qu'il ne serait jamais retrouvé. Et là, l'enquête commence et les enquêteurs vont découvrir que le véhicule d'Amy va présenter des traces de sang appartenant à Timothy, bien que sa famille va venir démonter un petit peu cette piste en disant qu'il s'agit simplement d'un saignement de nez et que la trace était déjà là avant. Des analyses vont révéler également que la voiture a été stationnée dans une zone herbeuse, possiblement près d'un cours d'eau, et en 2013, le téléphone portable d'Amy est retrouvé le long de la route 78. Ça vient corroborer un petit peu tout ce qui a été dit avant, mais malheureusement ça n'apporte aucune nouvelle piste significative. En 2019, il y a une nouvelle lueur d'espoir qui surgit, quand un homme prétend être Timothy affirme s'être échappé de ses ravisseurs. Évidemment, ils vont faire des tests ADN et ces tests ADN vont révéler que c'est Brian Michael Rini, un imposteur de 23 ans qui voulait simplement jouer avec la famille et les replonger dans le désespoir. 3 ans plus tard, en mai 2021, pour marquer le 10e anniversaire de la disparition, le National Center for Missing and Exploited Children publie une image d'âge progressé montrant à quoi Timothy pourrait ressembler à 16 ans. Ravivons ainsi, un petit peu en tout cas, l'espoir de le retrouver un jour. Et là, les théories sur le sort de Timothy abondent. Déjà, sa grand-mère paternelle, Linda Pitson, va dire, et en 2024, donc l'année dernière, qu'elle est certaine qu'il est encore en vie. Elle pense qu'il aurait été élevé dans une communauté religieuse, isolée du monde, potentiellement inconscient même de sa véritable identité. Et cette hypothèse, elle va plutôt faire mouche, surtout chez d'anciens camarades de classe qui pensent qu'Amy l'a confié à des personnes capables de le cacher au monde extérieur. À ce jour, la disparition de Timothy Pitson, c'est une énigme énorme. Sa famille continue de le chercher et pense qu'il est en vie, quelque part, attendant le jour où il pourra rentrer chez lui. Marilyn Bergeron. Par une froide matinée du 17 février 2008 à Québec, Marilyn Bergeron, âgée de 24 ans, annonce à ses parents qu'elle part faire une petite promenade. Elle met un long manteau noir bordé de fausses fourrures grises et des bottes en suède. Jusque-là, tout est classique. Elle emporte avec elle uniquement sa carte de crédit et elle laisse derrière elle tout le reste. Pas de téléphone portable, pas de pièce d'identité, rien. Et là, ce départ anodin va marquer le début d'une disparition qui, 15 ans plus tard, demeure une énigme douloureuse pour ses proches et irrésolue. Quelques jours auparavant, Marilyn avait quitté précipitamment Montréal, où elle résidait à l'époque, pour venir s'installer de nouveau chez ses parents. En arrivant, elle va confier à sa mère, André Béchard, qu'elle ne se sent plus en sécurité dans son appartement, sans toutefois dire pourquoi. Les deux vont avoir une conversation assez poignante et André, la maman, va lui demander si elle a été agressée. Et Marilyn, les larmes aux yeux, va garder le silence, renforçant l'inquiétude de sa famille quant à un possible traumatisme vécu dans la métropole. Le jour de sa disparition, vers 11h du matin, une caméra de surveillance va capturer Marilyn tentant de retirer $60 à un guichet automatique de la caisse populaire de Loretteville. La transaction va être refusée et sur les images, elle va regarder un petit peu derrière son épaule, à droite, à gauche, comme si elle était vraiment en peur d'être suivie.
Quelques heures plus tard, à 4 heures de l'après-midi, elle va être aperçue au Café Dépôt de Saint-Romuald, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, où elle va acheter un café avec sa carte de crédit. Et ouais, cette fois ça va passer. Le personnel du café la décrit comme anxieuse et pressée de partir, mais c'est tout. Et depuis ce moment, plus personne ne l'a revue. Les années passent et les pistes se font de plus en plus rares. En janvier 2010, un homme de Hawkesbury, en Ontario, va dire avoir hébergé une femme en détresse correspondant exactement à la description de Marilyn. Selon son témoignage, en décembre 2009, vers 2 heures du matin, une femme blonde, vêtue légèrement malgré le froid, frappe à sa porte pour demander de l'aide. Elle est en pleurs, elle semble effrayée et elle demande simplement à utiliser le téléphone pour contacter quelqu'un. Après un bref appel, elle quitte les lieux à pied, refusant qu'on la raccompagne. Et ce n'est que bien plus tard, et trop tard, que cet homme va réaliser la possible identité de sa visiteuse nocturne, en voyant sa photo dans un journal. Entre 2008 et 2019, pas moins de 174 signalements vont être faits de possibles apparitions de Marilyn, dont 54 en Ontario. Ces informations, bien que non confirmées, vont alimenter l'espoir tenu par ses parents, qu'elle est bien en vie quelque part et qu'elle attend d'être retrouvée. En octobre 2022, lors d'une conférence de presse à Hawkesbury, André Béchard, la maman, va implorer tout le monde qui détienne des informations de se manifester, exprimant au passage une fois de plus sa douleur insoutenable de vivre sans sa fille. 15 ans après la disparition de Marilyn, le mystère est toujours entier. Sa famille, malgré le poids des années, refuse d'abandonner la quête de vérité, et c'est normal, mais du coup, chaque nouvel indice, chaque nouveau témoignage, aussi mince soit-il, va raviver l'espoir de retrouver un jour peut-être, et je leur souhaite, leur fille bien-aimée. Mais pour l'instant, l'ombre de l'incertitude continue de planer, il n'y a rien à part une famille brisée dans l'attente de réponses. Colin Madsen. En mars 2016, Colin Madsen, un étudiant américain de 25 ans, originaire du Missouri, disparaît mystérieusement en Sibérie, en Russie. Il faut savoir que Colin était passionné par la langue russe et par la nature, et du coup qu'il étudie à l'université linguistique d'Irkoutsk depuis 2013, en Russie. Aventurier expérimenté, il n'était pas à son coup d'essai, il s'était engagé dans des activités environnementales locales, notamment en contribuant à la création de sentiers autour du lac Baïkal. Le 27 mars 2016, Colin et 3 de ses amis, 2 Russes et un Américain, séjournent dans le village d'Arshan, au pied des montagnes Sagan, avec en tête une chose, faire une belle randonnée matinale le lendemain. Aux alentours de 2 heures du matin, le groupe se retire pour la nuit, planifiant un départ à 7 heures du matin. Cependant, en se réveillant vers les 5 heures du matin, Colin est introuvable. Ses effets personnels, y compris son sac à dos, sont restés dans la chambre. Seul lui est parti sans rien. Les recherches vont s'intensifier pendant 8 jours et finalement, le corps de Colin va être découvert à environ 1,5 km du village, allongé sur le dos, sous un arbre, habillé très légèrement malgré les températures glaciales qu'il y avait en ce moment. Et du coup, les autorités russes vont conclure à une mort par hypothermie logique, disant même qu'il y avait une consommation de drogue possible. Cependant, cette version va rapidement être remise en question et abandonnée par la plupart des gens qui connaissaient cette personne. Dana Madsen-Calcutt, la mère de Colin, exprime de sérieux doutes quant aux conclusions officielles. D'ailleurs, elle était présente lors de l'autopsie et elle va noter de nombreuses incohérences, notamment des blessures visibles au niveau du corps de son fils qui ne font aucun sens avec l'analyse. Suite à quoi, d'ailleurs, une analyse indépendante va être demandée par la famille qui va révéler des preuves suggérant que Colin aurait peut-être été victime de violences physiques avant sa mort. Ces découvertes alimentent des soupçons de dissimulation et du coup beaucoup de questions viennent se poser, surtout sur l'autopsie originale. Les documents internes du département d'État américain, obtenus bien plus tard, indiquent que les responsables américains partagent ces préoccupations. Ils écrivent que les circonstances qui entourent la mort de Colin n'ont pas été correctement ni pleinement investiguées. Et malgré les efforts diplomatiques pour rouvrir l'enquête, les autorités russes restent inflexibles. Non, l'enquête ne sera pas relancée. En février 2020, les avocats représentant la famille Madsen déposent une requête pour réouvrir l'enquête, arguant que les conclusions initiales n'étaient pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. Et ils soulignent aussi beaucoup d'incohérences dans l'examen médico-légal, notamment la présence de traces de drogue dans l'urine, mais non dans les cheveux de Colin. Ce qui est bizarre parce que dans 99% des cas, s'ils en retrouvent dans l'urine, ils en retrouvent dans l'ADN des cheveux aussi. Et là, ils ont même fait une pétition qui a eu plus de 100 000 signatures en faveur de la réouverture du dossier, mais les Russes n'ont rien voulu savoir. Non, c'est non. À ce jour, la mort de Colin Madsen demeure entourée de mystères. Sa famille continue de chercher des réponses, évidemment, mais ils sont confrontés à trop d'obstacles, notamment bureaucratiques et diplomatiques. Tandis que trop de questions sur les véritables circonstances de son décès restent sans réponse. Le numéro maudit. En Bulgarie, un mystérieux de 25 ans entoure le numéro de téléphone mobile du 08 888 888.
considéré comme maudit par beaucoup en raison des décès successifs de tous ses propriétaires. Le premier détenteur, Vladimir Krasnov, PDG de la société de télécommunications Mobitel, est décédé en 2001 d'un cancer, alimentant les rumeurs d'empoisonnement par un rival. Son successeur, Konstantin Dimitrov, un chef mafieux bulgare, a été assassiné en 2003 aux Pays-Bas lors d'une inspection de son empire de la drogue. Le troisième propriétaire, Konstantin Dichlev, homme d'affaires impliqué dans le trafic de cocaïne, a été abattu quant à lui en 2005 devant un restaurant indien à Sofia. Suite à ces trois événements, le numéro a été suspendu par l'opérateur et du coup, c'est là que sa réputation de numéro maudit va être encore plus renforcée. Ce cas rappelle d'autres numéros prétendument maudits dans le monde. Par exemple, il y a le 9999 en Thaïlande qui est associé à pas mal de disparitions mystérieuses. En soi, c'est une entrée courte, mais elle fait froid dans le dos compte tenu du fait qu'elle soit vraie, non résolue et qu'elle ne le sera probablement jamais. Simple coïncidence ou est-ce que c'est tout autre chose? Dulce Alavez. Par un après-midi ensoleillé du 16 septembre 2019 dans la ville paisible de Bridgeton, New Jersey, la petite Dulce Maria Alavez, âgée d'à peine 5 ans, joue joyeusement avec son frère cadet sur la balançoire du parc municipal. Quelques mètres plus loin, leur maman est là, Noema Alavez Pérez, enceinte, mais elle est dans la voiture parce qu'elle est en train d'aider la sœur cadette à faire ses devoirs. Quelques instants plus tard, quand Noema va lever les yeux en direction de sa petite fille qui joue dans le parc, Dulce a disparu. Son frère est en larmes et il est seul sur les balançoires. Aucune trace de la fillette. Les autorités vont être immédiatement alertées et une alerte Amber va être émise et une vaste opération de recherche va être lancée tout de suite, mobilisant plus de 30 agents de police, des hélicoptères avec des caméras thermiques et des plongeurs explorant les plans d'eau avoisinants. Malgré tous ces efforts, aucune piste concrète n'émerge. Ceci dit, un témoin va signaler avoir vu un homme hispanique à la peau claire d'environ 1m70 qui conduisait une fourgonnette rouge avec des vitres teintées, près de l'aire de jeu. Un mois plus tard, la police va publier un portrait robot d'un homme vu dans le parc au moment de la disparition. Bien qu'il ne soit pas considéré comme suspect, les enquêteurs pensent qu'il pourrait détenir des informations cruciales. Au fil des années, l'enquête se poursuit sans relâche. En 2021, c'est même le Centre national pour enfants disparus et exploités qui va publier une photo, une image d'âge progressé, montrant à quoi Dulce pourrait ressembler à 7 ans. Ces images vont être diffusées partout dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse la fillette, mais malheureusement, pas grand-chose. Après ça, les autorités vont continuer de suivre toutes les pistes, y compris des recherches dans l'Ohio en 2021 suite à de nouveaux indices. Cependant, malheureusement, aucune autre preuve tangible va permettre de résoudre ce mystère. Aujourd'hui, plus de 5 ans après sa disparition, Dulce Maria Alavez reste introuvable. Sa famille, les enquêteurs et la communauté autour de sa disparition gardent bon espoir qu'elle soit toujours en vie. Mais le mystère de sa disparition, lui, reste entier. Elsie Walker. Le 5 octobre 1928, dans un terrain vague envahi de broussailles à Tamaki, en périphérie d'Auckland, dans la Nouvelle-Zélande, la découverte du corps d'une adolescente de 16 ans marque l'ouverture de l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire criminelle néo-zélandaise. Elsie Walker, portée disparue depuis 5 jours, avait quitté le domicile de son oncle et de sa tante à Papamoa, près de Tauranga, sans laisser aucune trace. Quand on retrouve son corps, donc 5 jours plus tard, elle est à plus de 320 km de là, sur les bords d'une ancienne carrière désaffectée et très peu utilisée par les gens aux alentours. Ce qui va d'abord choquer les enquêteurs, c'est l'absence apparente de violence. Son corps ne porte aucune trace visible d'agression, mais un petit peu plus tard, il va y avoir une autopsie, et cette autopsie va révéler une fracture du crâne, bien cachée mais bien réelle et très nette. Et du coup, les pathologistes écartent immédiatement l'hypothèse d'une mort naturelle. Et pourtant, ils ne parviennent pas à établir de cause définitive. Le coup reçu à la tête pourrait avoir contribué à la mort, mais il reste impossible d'en déterminer l'origine. Accident ou homicide? Une chose est sûre, ce n'est pas un suicide. Et là, malheureusement, ce flou médico-légal va laisser place à une inquisition publique fébrile. L'enquête judiciaire va s'étirer sur plusieurs mois, il va pas se passer grand chose et ça va attirer la colère populaire. Il va y avoir des réunions publiques qui vont être organisées pour discuter du traitement de l'affaire, tandis que des critiques virulentes s'abattent sur les méthodes et l'efficacité de la police, en tout cas dans cette affaire. Une commission rogatoire d'enquête est même mise en place pour juger du travail des forces de l'ordre, mais au final ça va rien donner et le département de la police va être exonéré de toute négligence. Et là, un détail va venir assombrir le tableau. La voiture de l'oncle et de la tante d'Elsie, avec qui elle vivait, a disparu le même jour qu'elle. Elle est retrouvée abandonnée à Papatwetwe, à seulement 11 km du lieu où le corps d'Elsie a été découvert. Un mystère de plus, la jeune fille ne savait pas conduire et elle n'avait jamais essayé de le faire auparavant. Et là, un peu plus tard, au cœur de l'enquête, un nom va ressortir. Un homme, William Alfred Bailey, un cousin d'Elsie qui a 28 ans.
Il est présenté comme un témoin clé de l'enquête et il est rapidement perçu par la police comme le mystérieux personnage de l'affaire. Ses déplacements au moment de la disparition sont scrutés, questionnés, reconstitués pendant des mois, mais rien de concret ne l'incrimine. Et là, truc bizarre, 5 ans plus tard, il va être reconnu coupable et pendu pour le double meurtre brutal de ses voisins fermiers à Huntley, Samuel Pender et son épouse. Sur le papier, évidemment, ça n'a rien à voir avec la disparition d'Elsie, mais ce lien posthume va quand même raviver les soupçons qu'il y avait sur lui. Et à ce jour, ni la cause exacte, ni les circonstances de la mort d'Elsie Walker n'ont été élucidées. Elle reste figée dans l'histoire néo-zélandaise, un peu comme une énigme muette, un mystère qui est figé là quelque part, dont on ne veut pas forcément parler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais qui malgré tout reste là. L'incident de Falcon Lake. Le 20 mai 1967, Stéphane Michalak, un homme pragmatique, sobre, mécanicien industriel de profession et prospecteur amateur par passion, va quitter Winnipeg pour explorer les forêts du parc provincial de Whiteshell, au Manitoba. En vérité, à la base, il était parti chercher des veines de quartz autour de Falcon Lake, une région qu'il connaît par cœur. Ce qu'il va découvrir ce jour-là va devenir l'un des cas d'OVNI les plus troublants et officiellement documentés de toute l'histoire canadienne. Il est environ 12h15 quand il aperçoit 2 objets ovales, incandescents d'après ses dires, flottant dans le ciel. L'un d'eux reste suspendu avant de disparaître brusquement, tandis que l'autre va descendre doucement et atterrir sur une des formations rocheuses un peu plus haut, mais à moins de 50 mètres de lui quand même. Curieux, pensant que c'était un hélicoptère au début, Michalak va s'approcher, et là il va découvrir un objet métallique, argenté, énorme, qui mesure à peu près 11 mètres de large et 3 mètres de haut. Et là, détail intéressant, d'après Michalak, il n'y a aucun bruit mécanique, juste un souffle régulier, presque vivant, venant de l'appareil. Une porte s'ouvre et derrière cette porte, il y a un rayonnement rougeâtre, aveuglant. Michalak va entendre alors ce qu'il décrit comme des voix humaines, sauf que lui, il va parler anglais, allemand, polonais, en espérant recevoir une réponse, mais rien du tout, il ne comprend pas ce qui se dit. Après quelques secondes, il retrouve un petit peu la vue, il va regarder à l'intérieur, mais il va pas voir grand chose, il dira que tout est lumineux. Quand il va toucher la coque de l'engin, ses gants vont immédiatement fondre. Et soudain, par une grille de ventilation sur le côté, un petit peu circulaire, un peu cachée, une rafale de gaz brûlant va être éjectée contre lui. Et lui, eh bien, il va être projeté au sol. Juste après ça, l'engin va s'élever en silence et disparaître aussi rapidement que le premier qu'il avait vu. Michalak va alors rentrer, son torse brûlé dans un motif de gris étrange d'ailleurs, titubant jusqu'à chez lui. Il va être pris de vomissements, d'étourdissements et présente des symptômes typiques d'une exposition aiguë aux radiations. Suite à ça, il va être hospitalisé à plusieurs reprises au cours des mois suivants, et pendant des semaines, ses blessures vont se sointer, vont se réinfecter, et ça va réapparaître en motif précis, justement en motif de gris. Évidemment, les autorités vont prendre ça au sérieux, la Gendarmerie royale du Canada, l'armée de l'air canadienne, le département de la santé et même des groupes américains comme le Condon Committee de l'Université de Colorado vont mener leurs petites enquêtes. Ils vont retrouver le site où Michalak était allé, et là, chose assez intéressante, des niveaux anormalement élevés de radiation vont être détectés. Ils vont aussi retrouver des objets métalliques fondus, dont un avec des traces radioactives qui vont être collectées d'ailleurs. Avec les années, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de preuves qui vont être apportées par Michalak, mais d'un autre côté, il n'y aura aussi pas beaucoup de preuves d'un canular. Au contraire d'ailleurs, Michalak va perdre de l'argent, de la santé et sa tranquillité. Les médias l'assaillent, les sceptiques le ridiculisent, mais lui, il ne va jamais changer sa version. Jusqu'à sa mort en 99, il décrira son expérience toujours de la même façon, sans d'ailleurs chercher ni gloire ni profit. En 2017, 50 ans après les faits, c'est son fils, Stan Michalak, qui va publier un livre documenté retraçant toute l'enquête complète, incluant des archives gouvernementales, enfin déclassifiées, et des archives qui n'ont jamais été dites à ce jour. Et depuis, eh bien, l'incident de Falcon Lake reste officiellement inexpliqué. Et c'est quand même assez mystérieux ce qui s'est passé ce jour-là. La famille Gill. Le 13 janvier 2002, dans la province d'Entre Rio, en Argentine, la famille Gill, composée de 6 membres, disparaît sans laisser aucune trace. Ce mystère non résolu demeure l'une des affaires les plus énigmatiques du pays. Ruben Gill, 56 ans, son épouse Margarita, 26 ans, vivaient avec leurs 4 enfants, Maria, Osvaldo, Sofia et Carlos, sur l'Estancia La Candaleria, une propriété rurale de 500 hectares appartenant à Alfonso Goethe. Le couple travaillait comme gardien dans l'endroit et ouvrier agricole sur cette même propriété, et du coup, ils pouvaient y habiter librement. Le soir du 12 janvier, la famille va se rendre à Viale, une ville voisine, pour assister à la veillée funèbre d'un de leurs amis nommé Maximo Vega. Et là, malheureusement, c'est la dernière fois qu'ils vont être vus. Le lendemain, il va y avoir des appels qui vont être passés depuis le téléphone portable de Ruben vers le numéro d'une femme résidant à Rosario. Mais cette personne n'aura jamais été identifiée.
Fait un peu troublant, le téléphone va rester actif jusqu'en avril 2023, soit 15 mois après leur disparition. Chose un peu bizarre, un de leurs voisins va dire avoir vu Ruben à cheval le 14 janvier, mais cette information n'a jamais pu être confirmée. En avril 2002, Alfonso Goethe va d'ailleurs informer les proches de la famille que les Gill ne sont jamais revenus de leurs vacances de 3 mois. Une durée d'ailleurs inhabituelle selon tous ses proches, car Goethe n'accordait généralement que 10 à 15 jours de congé consécutifs maximum. Les proches, inquiets, signalent la disparition à la police de Vialet. Et là, c'est parti. L'enquête est confiée à Jorge Sébastien Galino, puis transférée en 2015 au juge Gustavo Acosta. Et là, les investigations vont révéler beaucoup d'anomalies. Déjà, la famille n'avait pas de véhicule, Margarita n'avait pas perçu son dernier salaire, et leurs effets personnels avaient tous disparu. En 2008, une perquisition à la Candelaria, justement sur le territoire de Goethe, va permettre de découvrir des traces de sang humain. Mais malheureusement, les analyses ADN vont être inconclusives en raison de la dégradation des échantillons. Des recherches vont être menées dans les autres provinces ainsi qu'au Paraguay et au Brésil, mais toujours sans succès. En 2015, la police va envoyer des drones une fois de plus survoler la propriété pour voir s'il y avait éventuellement des perturbations au sol, mais aucune preuve n'a pu être trouvée. De plus en plus, les soupçons vont se porter sur Alfonso Goethe, en raison de ses relations d'ailleurs tendues, et ça on ne l'aura appris que bien après, avec Ruben. Et lors d'une visite de routine, la police a découvert un matelas brûlé et des traces de sang à l'intérieur de la maison de Goethe. Et malheureusement, encore une fois, ils sont tombés contre un mur parce qu'il n'y a aucune preuve concrète qui permet de l'incriminer. Goethe va décéder dans un accident de voiture en 2016 à l'âge de 78 ans, et du coup, l'enquête va se terminer ici. À ce jour, la disparition de la famille Gill demeure un mystère. Le ministère de la Sécurité, malgré tout, offre une récompense pour toute information permettant de résoudre cette affaire. Donc si vous voulez un peu d'argent, vous savez qui appeler. Évidemment, les proches continuent de rechercher des réponses, espérant un jour connaître la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à leurs êtres chers. Léa Roberts. Le 13 mars 2000, Léa Roberts, une jeune femme de 23 ans, originaire de Durham, en Caroline du Nord, va mystérieusement disparaître après avoir quitté un restaurant à Bellingham, dans l'état de Washington. 5 jours plus tard, sa Jeep Cherokee blanche va être retrouvée accidentée au fond d'un ravin dans le parc national de North Cascades, sans aucune trace de sa propriétaire. Et là, ce qui aurait pu être un simple accident de la route va se transformer rapidement en l'une des affaires de disparition les plus énigmatiques des États-Unis. Le truc, c'est que Léa avait récemment traversé une série d'épreuves personnelles, psychologiques et physiques. La perte de 2 de ses parents, un grave accident de voiture qui lui avait laissé une tige métallique dans la jambe, et tous ces événements l'avaient poussé à abandonner ses études à l'université d'État de Caroline du Nord, juste avant l'obtention de son diplôme d'ailleurs. Après tout ça, en quête de nouveaux sens pour sa vie, elle s'est rapidement passionnée pour tous les écrits de Jack Kerouac. Suite à quoi, elle a décidé de partir seule pour un road trip à travers le pays, laissant derrière elle une note indiquant qu'elle n'était pas suicidaire, bien au contraire, et qu'elle reviendrait peut-être dans quelques semaines. Note assez bizarre, mais soit. Les relevés bancaires vont montrer que Léa a traversé plusieurs états, effectuant des achats de carburant et de nourriture notamment, jusqu'à un dernier achat d'essence à Brooks dans l'Oregon, peu après minuit le 13 mars. La police va regarder la vidéo de surveillance qui va montrer Léa seule à la station-service qui semblait en plutôt bonne santé, bien qu'elle regarde plusieurs fois derrière elle, un peu comme si elle attendait quelqu'un. Et du coup, le 18 mars, des joggers vont découvrir sa Jeep gravement endommagée, au fond d'un ravin isolé. Étrangement, l'intérieur du véhicule est aménagé par des couvertures et des oreillers, suggérant qu'il a servi d'abri pendant un petit bout de temps. Des objets personnels dont son passeport, son permis de conduire et sa guitare, plus des vêtements et 2500 $ en cash vont être retrouvés à proximité, excluant au passage l'hypothèse d'un vol. Les enquêteurs vont déterminer que la voiture roulait plus ou moins à environ 64 km/h quand elle a quitté la route, mais aucune trace de sang ou de blessure n'est trouvée. Et ce petit détail-là, ça va leur faire comprendre que le véhicule était inoccupé au moment de l'accident. Des années plus tard, une inspection plus approfondie va révéler que le moteur de démarrage avait été trafiqué pour permettre, justement, à la voiture d'accélérer sans conducteur, renforçant encore plus l'idée d'un accident mis en scène. Un petit peu plus tard, un témoin va affirmer avoir vu Léa quitter un restaurant de Bellingham avec un jeune homme nommé Barry, mais cette information ne va mener nulle part. Peu après la découverte de la Jeep, un appel anonyme signale une femme désorientée ressemblant à Léa près d'une station-service à Everett. Mais l'appelant va raccrocher, ne va jamais s'identifier, et encore une fois, la piste ne va mener nulle part. Malgré les efforts de la famille, des médias et des bénévoles, l'affaire reste non résolue. Chaque année, il y a une caravane qui va traverser le pays pour sensibiliser le public aux disparitions non élucidées et, au passage, perpétuer la mémoire de Léa Roberts, et de tant d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Maura Murray.
Le 9 février 2004, Maura Murray, une étudiante en soins infirmiers de 21 ans à l'université du Massachusetts, à Amherst, disparaît après un accident de voiture sur la route 112, juste à côté du village de Woodsville, dans le New Hampshire. Depuis ce jour tragique, aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée. Et ce qui commence comme un banal accident de voiture va rapidement devenir l'une des affaires de disparition les plus déroutantes et débattues de l'histoire criminelle américaine. Il faut savoir que Maura est une étudiante brillante. C'est une ancienne athlète à la Whitman High School et ex-cadette à West Point. Mais dans les semaines juste avant sa disparition, plusieurs événements étranges vont s'accumuler. Déjà, elle va être impliquée dans un incident de fraude par carte bancaire. Ensuite, le 5 février, alors qu'elle est en service dans un dortoir de campus, elle va recevoir un appel téléphonique qui, et selon les dires de ses collègues, vont la bouleverser profondément. Le jour même, l'instant même, elle va quitter son poste en larmes et rester silencieuse quand on va lui demander ce qui se passe. Ce même lundi après-midi, après cette nouvelle désastreuse, Maura va envoyer un email à tous ses professeurs leur disant qu'elle allait s'absenter une semaine en raison d'un décès familial. Sa famille, un petit peu surprise, va déclarer qu'aucun décès n'a eu lieu dans la famille. Maura va retirer $280 en liquide, acheter pour $40 d'alcool, puis quitter le campus sans prévenir personne de sa destination. À 19h27, une habitante de Avril signale une voiture accidentée devant chez elle. Un autre voisin va s'arrêter et va voir la jeune femme, probablement Maura du coup, qui semble indemne et qui refuse son aide. Elle lui dit qu'elle a déjà contacté l'assistance, qu'il peut partir et qu'il n'y a pas de problème. Mais le petit truc à noter ici, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de réseau dans la zone. Il est donc peu probable qu'elle ait pu contacter qui que ce soit. Donc le voisin va quand même appeler la police et quand la police va arriver, 10 minutes plus tard, la conductrice aura disparu complètement. L'intérieur de la voiture noire est resté intact, l'alcool est là, les affaires aussi, il n'y a aucune trace de lutte, il y a juste un airbag déployé et une portière enfoncée. Il y a bien des empreintes dans la neige, mais elles sont quasiment impossibles à interpréter. Et là, plusieurs témoins vont affirmer avoir vu une femme courant le long de la route entre 20h et 20h30, mais les signalements sont plutôt flous évidemment. L'hypothèse d'une disparition volontaire prend de l'ampleur, Maura aurait fui, préparé un nouveau départ, et personne ne la retrouve. Mais le truc c'est que même cette piste, n'est pas si solide que ça, il n'y a rien qui vient l'appuyer. Sa carte bancaire, son téléphone et ses comptes bancaires ne montrent aucune activité après sa disparition. En 2006, il y a un policier qui va affirmer qu'un chien pisteur aurait suivi une odeur menant plus ou moins à 30 mètres de la scène, avant de s'arrêter. Et là on fait un bond dans le temps, 10 ans plus tard, en 2017, où une maison toute proche va être fouillée après des témoignages sur une potentielle séquestration, mais aucune preuve n'est trouvée. En 2021, des fragments d'os humains sont découverts dans les montagnes, mais les tests ADN les écartent rapidement. Le cas de Maura est souvent donné comme le premier mystère criminel de l'ère des réseaux sociaux, tout simplement car son histoire a fait l'objet de beaucoup de documentaires en ligne, de podcasts, d'analyses Reddit, sans jamais donner la moindre réponse. Les théories vont de la fugue volontaire à un accident couvert, d'un tueur en série à une disparition orchestrée. En 2022, le FBI publie un avis VICAP national, mais Maura reste introuvable. Aucune scène, aucun appel, aucun corps, rien du tout. Juste une voiture abandonnée dans la neige et le silence pesant des White Mountains. Et voilà, j'espère que comme d'habitude, ce 4e niveau de l'iceberg des mystères irrésolus vous aura ravi. Moi je me répète, c'est un pur kiff de le faire, de rechercher les entrées, de faire des recherches sur internet, de lire des articles, c'est un truc de fou. Alors je lis des trucs parfois un peu flippants, entre guillemets, mais c'est mystérieux et ça me plaît beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner car ce petit clic représente énormément d'aide dans ma quête des 100 000 abonnés. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, c'était Théo et à la prochaine.